Bonjour à tous et bienvenue dans cette après-midi des Topping Days. Pour ceux qui ont suivi les petits formats de ce matin, on va attendre quelques petits moments que tout le monde puisse nous rejoindre sur la discussion de cet après-midi 14 heures. Mais je vois qu'il y a déjà pas mal de monde déjà en ligne pour nous suivre. Rebonjour à tout le monde. Je me présente pour ma part, Adrien Gainet. Je suis cofondateur du cabinet de conseil en restauration Sauf Adrien. Et cet après-midi, je voulais animer une petite discussion sur le digital, mais en prenant un parti pris particulier, n'étant pas acteur directement du digital, c'était plus sur l'intégration opérationnelle et ce que moi je peux voir au quotidien sur les restaurants que j'accompagne, que je voulais aborder plusieurs points et faire un peu un bilan où nous en sommes sur l'intégration digitale dans les restaurants et à quel point cela importe et amène à beaucoup de problématiques nouvelles au niveau des restaurateurs. Pour mener cette discussion, je serai accompagné par Thomas Fantini, que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. Pour vous rappeler simplement, si vous voulez échanger tous ensemble, car nous sommes assez nombreux autour de ce live, n'hésitez pas à utiliser le chat pour discuter entre vous ou pour faire les commentaires et rebondir sur ce qu'on dit. Le but, nous menons une discussion à deux à l'écran, mais nous voulons être le plus possible à échanger et vraiment que ce soit un échange global. Et enfin, si c'est surtout des questions, n'allez pas sur l'onglet chat, mais plutôt sur l'onglet juste en dessous questions à droite de votre écran et vous pouvez poser toutes les questions qui sont nécessaires. Nous accorderons un vrai temps pour y répondre en fin de session. Enfin, pour information, vous pouvez voter pour certaines questions afin de les mettre en avant. Si un sujet vous paraît particulier, si vous voulez vraiment qu'on y accorde du temps, nous regarderons et nos questions seront triées en fonction des votes qui ont pu être organisés. Donc n'hésitez pas à rebondir et à plus soyer les questions de vos collègues. C'est ainsi qu'on saura vraiment les sujets sur lesquels vous voulez qu'on affine et qu'on aille dans le détail, parce qu'on va être sur un sujet assez global. Donc autant aller vraiment sur ce qui est pertinent pour vous et ce qui vous intéresse. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour Adrien. Thomas Fantini, fondateur du groupe Esprit Pergo. Est-ce que je peux te laisser rapidement te présenter, expliquer ce que tu fais et un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Mon parcours, je vais commencer par le parcours pour passer au démarrage. Moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Depuis tout gamin, j'ai passé de nombreuses vacances à travailler là-dedans. Et donc, je m'étais promis de jamais faire ça. Donc j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé comme commercial dans des entreprises et finalement ça m'a rattrapé. Ça me manquait beaucoup ce contact, la convivialité et tout ce qu'on peut retrouver dans nos métiers. Et du coup j'ai lancé mon premier petit bistrot en 2002 où j'étais en cuisine et aujourd'hui on a fait des petits puisque le groupe comprend 80 personnes. On est basé sur quatre secteurs d'activité qui sont la restauration traditionnelle avec 6 établissements. Ça commence à faire un joli groupe. Ouais, ça commence à faire pas mal. On a le snacking aussi avec des établissements et après de la sous-traitance pour de nombreux pôles comme les parcs expositions avec GL Events, centres des congrès, des clubs de sport. Le traiteur qui est notre plus gros métier où on intervient sur toute la région Occitanie-Aquitaine puisque nous on est basé à Toulouse. Et une partie nouvelle chez nous depuis 2 ans qui est la pâtisserie avec l'ouverture prochaine de 2 établissements et pour le moment de la sous-traitance pour les autres restaurants. Donc voilà, plutôt un secteur, enfin des activités larges. Bon, du coup, en effet, tu l'as dans le sang, comme tu l'as dit, et c'est un milieu qui t'a accompagné toute ta vie. Est-ce que, du coup, pour faire un premier état d'esprit ou point vu purement subjectif, entre cette époque où tu passais tes vacances dans l'établissement et aujourd'hui, tu vois cette évolution digitale et t'as pu la ressentir d'un point de vue très personnel déjà? Ah mais complètement. Et d'ailleurs, j'étais même très réfractaire à ça pendant de longues années. Tu Euh, n'es pas le seul, je crois, hein, c'est un secteur qui l'est. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un secteur qui l'est. Et puis, bon, moi, j'ai été un peu éduqué à l'ancienne, comme on dit. Puis c'est même mes grands-parents qui ont commencé à reprendre le métier. Donc, j'avais mes petites techniques, mes petites astuces. Et du coup, j'étais resté là-dessus. Et c'était beaucoup plus simple pour moi. Et donc, comme j'étais pas très féru de tout ce qui était digitalisation, j'ai mis beaucoup de temps. Par contre, après, une fois qu'on y met le doigt dedans et qu'on voit tout ce qu'on peut en tirer, ça va très vite. Si aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. C'est amusant d'ailleurs de se dire que c'est un secteur qui est réfractaire au digital et d'essayer de comprendre pourquoi pendant très longtemps il y a une sorte de porte close et qu'on a été par rapport à d'autres secteurs qui sont assez similaires, qui peuvent être le retail ou le commerce un peu plus classique, qui lui est très rapidement rentré et a pris les outils en main. La restauration a toujours gardé ça d'un œil un peu inquiet, on va dire, ou un peu est-ce que c'est du contrôle, est-ce que je vais pouvoir un peu moins faire pas forcément mes combines, mais mes petits calculs que j'aime et que je maîtrise et que j'ai entre mes mains. Et je sais pas quel regard tu as là-dessus pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a
ce retard restaurateur pour arriver sur ces outils-là? Alors, j'ai Je ne sais pas si tu as j'ai entendu ma entendu la grande question, partie de la Thomas. question et pas la fin, mais je pense que j'ai compris le sens de ta question. En fait, on est réfractaire parce que bon, déjà, c'est un métier d'artisanat au départ, hein, donc avec des vieilles techniques de travail, on est sur des coûts de pression de service très limités, où on a ces petites astuces pour aller vite, et forcément la digitalisation, il y a quelques années, on se disait, ben, ça va nous complexifier tout ce système-là. Et donc du coup, ça va rajouter de la tension sur nos services, ça va nous faire perdre du temps. Et en fait, finalement, je pense que c'est longtemps ce qui a bouclé aussi. Et puis on a une autre époque aussi où ça paraissait moins accessible. Et aujourd'hui, il y a quand même des évolutions aussi sur tout ce marché qui se sont produites et qui permettent à tous ces outils d'être beaucoup plus accessibles, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus faciles. Et une fois qu'on a essayé, c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, on gagne beaucoup de temps et puis surtout, on optimise beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi l'évolution des masses salariales, puisqu'on a un coût de masse salariale qui monte. Du coup, la digitalisation permet aussi d'optimiser ces masses salariales, de les faire baisser ou de les maintenir en tout cas, et d'avoir un meilleur contrôle plus près, et même à distance, puisqu'on voit aussi depuis de nombreuses années des groupes qui se forment, et du coup, on a besoin à distance de suivre un peu tous nos établissements et toute l'activité. Je réagis un peu avec le chat en même temps. Je vois Nathalie qui dit ras-le-bol de cette image de restauration combine. Entendons-nous bien. Quand je parle de combine, je ne parle pas de magouille. Je parle de façon de faire ses comptes, de manière très personnalisée, d'intégrer la comptabilité, la gestion, les plannings, et qu'on n'avait pas envie déjà d'externaliser forcément. Il y avait ce côté très familial aussi de la restauration qui fait que souvent c'était la mère qui gérait les comptes et le père qui était en exploitation. Enfin, il y a quelque chose de presque d'héritage là-dedans, et laisser quelqu'un d'externe rentrer là-dedans a longtemps été quelque chose de très difficile. Moi, Mais pour reprendre sur... Mais Oui, excuse-moi, Adrien, je te coupe, mais Nathalie a un peu raison. On était considéré, voilà, il y a eu quand même toute une époque où c'est vrai que c'est la façon de travailler de la restauration était un peu différente et c'était un peu combine, mais ça a beaucoup évolué, quoi. Ça a beaucoup évolué. On est peut-être plus dans des affaires familiales, un peu moins dans des affaires familiales qu'avant. Donc effectivement, et puis on a un contrôle du secteur qui s'est renforcé aussi, hein. On a beaucoup moins le choix qu'avant de faire ça. Il y a eu la réforme fiscale en 2020, il y a eu pas mal de choses qui font que maintenant, de toute manière, le secteur est bien plus contrôlé. ben, c'est ça. Le secteur est plus contrôlé, puis on s'est professionnalisé aussi. Totalement. On a aussi l'idée quand même, on a des visions peut-être un peu plus lointaines et un peu plus, on a peut-être des visions de développement et quand on veut aller là-dessus, ben on est obligé de se mettre au pli et de travailler avec beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de sérieux. Il y a plus de combine, comme on disait, on est quand même très contrôlé, faut pas rêver, hein. Et puis en plus, comme je disais aussi, on a quand même des coûts d'activité qui sont plus élevés. Euh, on a des coûts de masse salariale qui sont plus élevés. Donc du coup, on doit être beaucoup plus rigoureux et pointu dans nos façons de gérer. Et donc ben là aujourd'hui, je pense qu'on est quand même peut-être même une des activités pour aller dans le sens de toujours de Nathalie, qui est la plus sérieuse et la plus rigoureuse dans sa façon de gérer, quoi. Bien sûr, et parce qu'en effet, on sait que la marge du restaurateur est très limitée par rapport à d'autres activités, donc il a un besoin de cette professionnalisation. Il ne peut pas s'en passer, et de moins en moins, parce que ces charges aussi ont tendance à augmenter. Il y a de plus en plus d'acteurs qui peuvent être liés ensemble, et c'est ça qui fait qu'il y a ce besoin-là. Et c'est là que le digital aussi, elle peut être un vrai outil et une vraie nécessité pour le restaurateur, surtout, je pense, ces 10, 15 dernières années. Moi, quand j'ai réfléchi, quand j'ai pris un peu de hauteur sur le sujet, je vois vraiment trois moments clés pour le digital en restauration, et je voulais les aborder avant d'arriver sur cette notion d'intérêt opérationnel et de comment ça s'est concrétisé sur le terrain. Premier moment, ça a été l'évolution des caisses pour moi, qui a été vraiment une grosse transition. On en parlait, nous, en back-office avant d'en discuter devant vous, mais c'est vrai qu'on est passé pour beaucoup de caisses très anciennes avec un format type PI électronique ou type bande contrôle, et on s'amusait, Thomas et moi, à se rappeler des soirées à éplucher les bandes contrôle. Je pense que beaucoup parmi vous qui sont un peu anciens ont connu ça, à repointer tout le ticket de caisse dans sa longueur. Les plus jeunes, je vous assure, vous n'avez rien manqué. C'est ça. C'est tellement ça.
On a sur les systèmes de caisse, entre l'évolution entre Pi et moi aujourd'hui, on est en train d'équiper tous nos établissements sur du Zelti. Les systèmes de caisse ou les soirées qu'on passait à éplucher les caisses, les papiers qui défilaient pour les lectures, repointer tout. Aujourd'hui avec Zelti, on a tout sur nos téléphones, on arrive à voir en temps direct tout ce qui se passe en réalité. Et ça déjà, c'est comme disait Adrien, c'est la première évolution. C'est vraiment la première évolution de notre métier sur ce secteur-là. Et après, il y en a eu d'autres parce qu'aujourd'hui, on peut même parler des RH avec Snapshift qu'on utilise nous Complètement. Pour fortement. moi, cette deuxième vague, c'est exactement ça. C'est une volonté de gain de productivité. C'est-à-dire que le restaurateur a été très longtemps confronté à énormément de sujets qui étaient chronophages. Et ces sujets chronophages, il fallait qu'il leur fasse passer le moins de temps possible, car c'est pas son intérêt pour lui. Déjà, un point très clé, mais qu'on oublie, c'est que les restaurants sont les activités dans lesquelles il y a le moins de bureaux, où on est toujours sur le terrain. Je connais énormément d'établissements où un vrai lieu destiné à l'administratif n'existe pas. La comptabilité, l'administratif se fait sur un coin du comptoir ou sur une table assise au milieu de la salle et on est focus terrain en permanence. Donc il y avait un besoin de gain de productivité sur deux sujets, que ce soit sur les charges variables, tu as cité Snapshift en effet, sur les charges de masse salariale, sur les charges d'achat, mais aussi sur toutes les activités un peu annexes. Je pense à tout ce qui est application d'hygiène qui a pu rentrer à ces moments-là, tout ce qui est application aussi, même si c'est un petit peu moins rentré, mais sur les plus grosses activités, tout ce qui va être gestion de la sécurité, gestion du registre de sécurité numérique. C'est à ce moment-là qu'on a vu ce besoin de numériser pour faire du gain de temps dans un premier temps. Mais en fait, ce qui est important aujourd'hui, je crois que, et je rigole parce que je vois un message de Céline qui dit que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais complètement aujourd'hui, même moi, qui ai commencé à 14 ans ce métier-là, je me dis, mais comment t'as pu travailler avant, quoi. Et, ça nous manque pas. Euh, Non, et je crois que tout le monde doit être canalisé sur sa vraie valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée d'un restaurateur ou d'un patron de café ou n'importe quoi, c'est de s'occuper de ses clients, de bien acheter, de s'occuper de ses clients, de faire plaisir et de bien tenir son établissement, quoi. Voilà. Et moins de temps on passera dans nos bureaux, sur nos papiers, que c'est chronophage, on a tout le temps, on en avait tout le temps les bonnes livraisons, les factures, les machins. Et plus ces outils vont prendre de l'importance parce que ça nous fait gagner un temps fou. On a tout en visuel, tout en direct. Nous, aujourd'hui, on travaille sur l'hygiène. Tu parlais d'hygiène. On travaille avec des choses comme IPA qui nous permet d'avoir de la traçabilité. Donc, on est plus pro en plus. Snapshift sur les RH. On fait même pointer les équipes chez nous. Quelque chose que j'aurais jamais imaginé il y a même 2 ans, quoi. Jamais j'aurais imaginé qu'en restauration, on fasse pointer des équipes, quoi. Mais en fait, on se rend compte qu'on gagne de la sérénité sur le travail, que finalement, on n'exploite pas les heures, au contraire, on les gère mieux. Et quand on arrive à tourner tout ça et à utiliser tous ces outils et qu'on arrive à les connecter tous ensemble entre les systèmes de caisse, les systèmes d'RH, les systèmes d'hygiène et de gestion de stock et tout et d'inventaire, c'est du gain de temps, c'est du gain d'argent et c'est du gain de sérénité surtout. et le troisième moment dans cette évolution du digital à la restauration, si on fait cette typologie un peu segmentaire, mais juste pour voir les grands moments, c'est ces dernières années, je dirais ces 2 dernières années surtout, où on attend du digital non plus du gain de temps, mais du gain d'argent. C'est ces nouveaux secteurs et ces nouvelles lignes de consommation. C'est tout ce qui va être plateforme de livraison, c'est tout ce qui va être click and collect, c'est tout ce qui va être facilitation de l'opérationnel de salle, les QR codes, ce genre de choses. Et ça, c'est encore plus nouveau. Je pense même qu'on a encore peu de recul dessus. Et on attend encore quelque chose de nouveau du digital, non plus de la sérénité, mais de l'additionnel de chiffre d'affaires au final. Mais c'est ça. Alors bon, je pense que le monde d'avant va encore être encore plus loin. Céline parlait d'un temps de 20 ans, mais là c'est moins de 2 ans. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on va avoir une évolution extraordinaire. La période post-Covid va être monstrueuse en termes d'évolution aussi. Développement fort du click and collect, même sur des activités comme la mienne où on est sur des restaurants, de la restauration traditionnelle, on n'aurait jamais imaginé faire de la livraison, du click and collect, tout ça. Et on le fait parce que finalement, on s'est creusé la tête, on s'est dit, finalement, c'est possible et on va pouvoir aller chez les gens. Euh, en retravaillant un peu nos recettes et tout ça. Et du coup, on a un gain de chiffre d'affaires. En 2 ans, nous, on a digitalisé tout notre groupe, c'est-à-dire que tout est géré, on travaille, enfin, c'est fini, il y a plus de, on parlait de Pi tout à l'heure, mais moi, un Pi, je me souviens même plus comment ça marche. Et tout ça, ça s'est passé en 2 ans, quoi. Je crois qu'il me reste un établissement où j'ai Pi, je sais même plus ouvrir la caisse, quoi. Je sais même plus à quoi ça sert d'ailleurs. Euh, Si parmi les viewers, certains savent ce qu'est une clé zéro, je suis courageux et c'est vraiment qu'on remonte à une autre époque.
Voilà, c'est ça. On remonte à une autre époque. Aujourd'hui, moi, j'ai tout sur mon téléphone. Je vois tout, mes stats, mes clients en direct, où ils en sont, mon taux de remplissage. Et donc, j'ai gagné, je pense, une bonne heure ou 2 heures de bureau tous les jours pour gérer 6 établissements. Donc, et je pense que les évolutions, là maintenant, ça nous a ouvert les yeux sur la suite aussi possible et sur le fait, ça nous a enlevé des barrières en fait. Les QR codes, par exemple, dans mes établissements. Même il y a avant Covid, j'imaginais pas comment les utiliser. Aujourd'hui, ça a été obligatoire finalement presque pour des questions d'hygiène sanitaire. Et aujourd'hui, je me demande comment je ferais sans. Et c'est ça notre vraie évolution. Et donc, je me dis que là, aujourd'hui, avec les années qui arrivent et tout ce qu'on vient de vivre, là, il va y avoir une accélération encore plus forte et qu'il va falloir rester très alerte sur tous les logiques, enfin, tout ce qui peut se passer, parce qu'on va aller encore plus loin, beaucoup plus loin. Alors maintenant qu'on est à peu près au clair sur l'objectif qu'on attend du digital, à savoir donc ce gain de temps, cette sérénité et même ce gain de chiffres, on se rend compte pourtant que sur le terrain, concrètement, c'est pas toujours le cas. On se retrouve avec des outils qui sont censés nous faire gagner du temps, qui, quand ils sont mal amenés, peuvent nous en faire perdre. On se retrouve avec des outils qui doivent nous faire gagner du chiffre d'affaires, qui, s'ils sont mal organisés, peuvent nous faire perdre du temps de service et peuvent dénaturer d'autres flux. Et c'est là qu'on se rend compte que l'importance de cette intégration opérationnelle, elle est essentielle, et pourtant c'est un sujet dont j'entends très très peu parler. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, si vous prenez des systèmes de gestion ou des systèmes d'RH comme Snap, ce qu'il faut, c'est surtout bien prendre le temps de le préparer et bien prendre le temps de tout enregistrer, bien prendre le temps de tout checker avant de le lancer. Parce que si on passe pas du temps là-dessus, euh, ben derrière, en fait, c'est pas optimisé, quoi. C'est comme un sportif qui s'entraîne jamais, qui va faire le match directement, quoi. La partie la plus importante, là où le match se gagne, c'est à l'entraînement. Et bien, sur nos outils, c'est pareil. Il y a quand même un temps de préparation. Il faut savoir prendre le temps. Il faut se donner les moyens d'avoir un outil qui va être derrière très performant et qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de vision. Et pour ça, il faut qu'il soit très bien paramétré en amont. Et, euh, et Est-ce euh, que selon toi, cette notion de paramétrage, elle est à associer aux acteurs du digital, c'est à eux de la porter, ou est-ce que c'est à chacun en interne de se l'organiser? Ben, si on veut, moi personnellement, qui n'étais pas quelqu'un de très féru en digitalisation, si j'avais pas été accompagné dès le début et si chez moi j'avais pas trouvé quelqu'un en participatif, puisqu'on a fait participer nos équipes aussi pour que tout le monde s'imprègne bien des outils, euh, sans aide des opérateurs, j'aurais jamais pu le faire. Là, vraiment, on a besoin d'être accompagné et l'idée de faire participer nos équipes aussi nous a permis d'aller un peu plus vite et du coup, tout le monde s'est pris de jeu dans les choses et on allait beaucoup plus vite et tellement qu'on a mis en place aujourd'hui quatre outils en 6 mois quoi, quasiment en 7-8 mois, allez, 7-8 mois. Et dans la digitalisation, il y a pas que le click and collect. Je réagis au message de Céline. Il y a plein de choses. Hein. On peut avec des systèmes de caisse avoir ses ratios, sa productivité par barman. On parle d'un bar, donc on peut avoir aussi la productivité par temps de travail, on peut avoir plein de choses, quoi. Donc, Et ça, c'est en effet un sujet parce que j'ai l'impression que les acteurs ont de plus en plus conscience de ce besoin qu'ils ont de digitaliser et d'apporter la pédagogie de paramétrage. On voit de plus en plus d'outils qui vont apporter des livres blancs, mais des livres blancs qui ne servent pas simplement à paramétrer l'application, mais à rappeler un peu les bases. C'est-à-dire qu'un outil, comme tu le citais tout à l'heure, Snapshift sur du RH, est un outil. C'est-à-dire que vraiment, c'est un ustensile, entre guillemets, qui permet de faire ses comptes. Ce que se sont rendus compte ces acteurs, je cite celui-là, mais j'aurais pu en citer bien d'autres sur la gestion de stock ou sur l'hygiène, c'est qu'il y a aussi un besoin d'apporter la connaissance qui va avec. Parce que si on n'a pas cette connaissance essentielle, l'outil il nous donne un chiffre, il nous donne une donnée. Et il y a non seulement la facilité et le paramétrage nécessaire pour arriver à cette donnée, et si le paramétrage est faux, la donnée peut devenir fausse. Et en plus de ça, il y a l'analyse derrière cette donnée, qui est aussi indispensable et qu'il faut savoir mener. Et c'est là que ces acteurs sont de plus en plus vertueux et ont une tendance et ils ont compris l'intérêt qu'ils ont, à apporter cette pédagogie essentielle dans la mise en place de l'outil. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti de ton côté aussi. bah si complètement. Mais là tout, en fait, si vous voulez, euh, il y a des outils qui sont très performants et qui sont très vastes en termes de compétences. Et je vois encore un message de Céline qui me dit, mais pour la gestion, comment on fait pour développer le chiffre d'affaires? Aujourd'hui, nous, on arrive à développer le chiffre d'affaires parce qu'on connaît, avec certains outils, on connaît la marge réelle
de nos produits grâce aux fiches techniques, l'enregistrement des fiches techniques et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut que d'entrée, on prépare bien tout le terrain et que tout soit très clair. Et derrière, on connaît les produits à forte valeur ajoutée, on connaît la productivité par collaborateur, ce qui nous permet de les challenger, et on développe notre chiffre d'affaires comme ça, quoi. Et ça c'est pour ça que j'insiste encore sur le fait que il faut bien le préparer. Aujourd'hui, je pense que tous les acteurs sur les nouveaux systèmes ont bien compris qu'il fallait aussi nous accompagner et c'est bien fait. Honnêtement, sur Snap, on reprend l'exemple de Snap, mais Snap ou Zelti, par exemple, sur les caisses. Mais nous, on a eu un super accompagnement. Aujourd'hui, c'est du bonheur. J'ai même plus envie de voir autre chose que ça, quoi. Ça m'a fait gagner du temps. Et même dans mon bureau, aujourd'hui, quand j'avais 2 personnes qui géraient 6 établissements, on a pour objectif d'en faire 2 autres. Alors, peut-être moins vite que prévu avec le Covid, mais en fait, on va même pas embaucher quelqu'un de plus, alors qu'avant, il aurait fallu que j'embauche quelqu'un de plus. Donc, il y a une optimisation réelle quand tout est bien utilisé. Là où pour moi on peut aller plus loin encore, c'est dans le choix de l'outil. Au moment vraiment de définition, de démo, de testing, souvent accompagné un commercial ou directement en ligne, parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui choisissent leur outil sans jamais avoir d'humain face à eux pour leur expliquer ou leur présenter la chose. Là où pour moi le restaurateur peut gagner en pertinence dans son choix et dans sa mise en place, c'est dans la définition de 2 choses. Un, des éléments de paramétrage qui seront essentiels. Je prends un outil de gestion de stock, je fais mon checklist de tout ce que je vais devoir intégrer. Est-ce que j'ai mes fiches techniques? Est-ce que j'ai mes mercuriels à jour? Est-ce que j'ai la liste de mes fournisseurs et de mes prix? Et ça, si ce travail est fait en amont, je sais déjà quelle est déjà ma charge de travail nécessaire pour arriver à un outil au-delà de performant, fonctionnel et qui soit utile. Et deuxième chose à valider avant même de prendre un outil digital, c'est l'attente. C'est faire un cahier des charges. Qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est un gain de charge variable? Est-ce que c'est un gain de chiffre d'affaires? Et voilà, avoir un peu mon évaluation pré-choix de l'outil et mon évaluation paramétrage de l'outil. Je pense que c'est quelque chose qui est encore peu mené sur les indépendants ou les jeunes groupes et qui peut être un vrai gain de temps après. Ouais, je pense que ça a coupé Adrien, mais je vais enchaîner. Euh, moi, pour moi, la base, en tout cas, ça a été de mettre en place un outil qui s'appelle, il y a 2 outils, plusieurs outils, mais il y a EasyList ou Yokitop sur la gestion des stocks et les inventaires et tout ça. Et comme Mais est-ce que du coup sur ce type d'outil, tu as un exemple de si tu devais refaire le chemin que tu as fait avec eux, tu vois, quand tu l'as installé, est-ce que tu referais de la même manière toi ton organisation interne et opérationnelle terrain de préparation de l'arrivée de l'outil, d'intégration, ou est-ce que tu changerais des choses dans tes manières de faire comme tu as pu le faire le jour où c'est arrivé? Ouais, mais complètement. Alors moi, j'ai vu l'intérêt de ce produit-là de suite. Après, j'ai ciblé les options et les produits que je voulais chez eux. Et par contre, j'ai pas passé assez de temps pour bien tout paramétrer. Donc, il faut prendre le temps de passer les bonnes mercuriales, d'avoir les bons prix, de prendre le temps de les remettre à jour, enregistrer toutes les fiches techniques et tout ça. Et ce travail en amont, on l'a installé en janvier. Nous, j'ai passé que 2 mois à tout mettre en place. Et en fait, je pense qu'il aurait fallu prendre un peu plus de temps et se donner un peu plus de Parce que marge tu pour que vraiment. l'avais sous-estimé ce travail en amont ou parce que vraiment tu t'étais dit que ce serait peut-être plus simple que ça? Bah les deux en fait. Hein. Je pensais vraiment que ça allait être plus simple, mais finalement, je pense que je l'ai pas abordé du bon côté parce que je l'ai pas bien anticipé, que j'ai pas estimé, je me suis pas assez peut-être intéressé à l'outil en amont pour bien maîtriser et savoir et connaître les problématiques que je pouvais avoir. J'ai pas bien évalué le temps d'enregistrement et du coup on s'est retrouvé avec un outil qui n'était pas optimisé. Puis surtout, on n'a pas réussi à fédérer les équipes avec cet outil-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en amont, c'est vraiment se dire, je vais mettre en place un outil. Ça va prendre du temps. Je regarde bien tout ça. J'évalue à peu près le temps qu'il me faut et combien de personnes je peux fédérer autour de ce projet-là pour que ça devienne un outil que tout le monde s'approprie. Et ça, sur certains outils, c'est quand même beaucoup plus long que d'autres. Snapshift, bon, moi j'ai la chance d'avoir un bureau avec 2 personnes, donc c'est allé très vite parce que tout le monde s'y est intéressé très vite et tout le monde a vite compris l'intérêt de cet outil-là. Mais en effet, Et tout le il monde y a a besoin d'avoir une délégation, je pense, dans l'intégration, voire un référent de l'intégration. Mais complètement, c'est primordial et surtout quelqu'un qui prend le temps de bien le faire et du coup, fort de la première erreur qu'on avait faite sur les systèmes de gestion, là vraiment on a tout anticipé, on a vraiment pris le temps, on a fait des tests, on a testé en amont, vous avez la possibilité de tester avec certains opérateurs, de tester la solution,
d'être accompagné et ça c'est primordial. Je crois que vraiment il faut trouver son bon outil, il faut se sentir à l'aise et il faut surtout comprendre comment il fonctionne et tout ce qui peut vous amener quoi. Et Et tout, attention même à ne pas se satisfaire d'un outil qu'on utiliserait à 40%. Parce que des fois, on voit que ce paramétrage, on l'a pas mené jusqu'à bout, mais on se dit, bah voilà, j'ai quelques données, allez, je peux faire avec ça, et je vais pas au bout du paramétrage. Je vais pas au bout de tout ce que j'aurais pu faire dessus. Et là, c'est vraiment trop dommage. Parce que le coût, lui, n'est pas à 40%, littéralement. Très, très honnêtement. Quand vous prenez un outil, utilisez-le à 100% et prenez vraiment ce temps-là, même quitte à aller par palier. Si vous dites, j'ai pas le temps, c'est très chronophage, en effet, le paramétrage, faites un premier bloc, mais définissez-vous un calendrier dès le début sur à quel moment vous activez chaque option pour moi. ben c'est ça. Je pense il faut fixer un calendrier. Et pour fixer un calendrier, il faut bien connaître l'outil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si on l'utilise à 40%, comme tu dis, c'est pas optimisé. Du coup, c'est un achat qui sert à rien. Donc, je pense qu'il faut se dire, voilà, on a un coût, ça va nous coûter ça. Je prends le temps de bien le mettre en place, de bien le maîtriser. Et puis derrière, quand je vais l'utiliser à 80%, ben, je vais gagner 40% d'économie quasiment sur certains points, quoi. Alors que si je l'utilise à 40%, je gagne rien et ça devient, c'est plus un investissement, ça devient une charge, quoi. Et le but de ces outils, c'est que ça devienne un investissement pour nous, pour préparer l'avenir et mieux travailler, quoi, et aller plus vite, quoi. Et sans le Et risque là, de chronophage. là où ça devient encore plus essentiel, c'est comme on l'a dit, que maintenant on a du digital qui doit servir à faire du gain de chiffre d'affaires, que ce soit une plateforme de livraison, un click and collect. Là, plus que jamais, il faut, même si ça paraît plus simple en vrai, ça n'est pas qu'une carte à mener et à intégrer. Il faut vraiment avoir une réflexion sur quel palier je développe à quel moment pour mettre en place ce flux. Et il faut amener tout ce qui va à 360 degrés avec ce flux, le visuel, la communication de ce nouveau flux. Tout ça doit être préparé pour moi avant même l'intégration. Ça n'a aucun intérêt d'ouvrir une ligne Deliveroo, je cite ça en pur exemple, sans avoir les photographies, les intitulés définitifs de plats, une vraie réflexion sur le pricing en fonction du fait que bah, dans mon cahier des charges de cost, bah, j'ai du packaging en plus, j'ai une commission en plus aussi. Et par rapport à ça, il doit y avoir une vraie stratégie de l'implémentation digitale de plus en plus forte parce que nos attentes en face sont de plus en plus fortes. Ben, c'est ça. C'est-à-dire, là, je voyais, il y a une question tout à l'heure sur quelle caisse, quel est l'outil à prioriser. Pour moi, l'outil à prioriser, c'est la caisse. Nous, bon, en ce qui nous concerne, on utilise Zelti. Mais Zelti nous a permis de voir un peu des diagrammes, avec des diagrammes, vraiment les produits où on était bon et ce qu'on savait faire. Et derrière, on a utilisé un outil de gestion. Et à partir de là, en créant des fiches techniques et en incluant tout ce qu'on avait, on s'est dit, ben, on peut faire de la livraison parce que maintenant on a le coût réel de tout ce que ça peut engendrer. Et c'est qu'à partir de là qu'on a fait de la livraison. Une fois qu'on avait le coût réel de notre produit, en ajoutant le coût d'Uber Eats, voilà ce que ça coûte et voilà ce que tu gagnes, quoi. Et donc c'est pareil, on est sur une préparation en amont, ça devient de la gestion en fait. Hein. Si on veut aller développer du chiffre par Uber Eats, ben, il faut qu'en amont on ait tout et pour avoir de la rigueur là-dessus, ben, on a des outils comme EasyList ou Yokitop qui nous permettent d'avoir une gestion là-dessus. On a On un a labo beaucoup parlé de excuse-moi, je disais, on a beaucoup parlé de d'outils de gestion ou de chiffre d'affaires qui concernent surtout les encadrants, on va dire, des restaurants. On a d'autres outils, comme tu citais tout à l'heure, comme IPAC, qui, eux, vont concerner tout le public. Comment toi, tu as mené une formation ou même la transition auprès de tes équipes pour passer, parce que je suppose qu'avant IPAC, tu étais sur une version papier, j'imagine. Comment tu as pu mener cette transition et est-ce qu'elle a été simple? Alors, nous on a commencé à mettre IPAC en place sur la partie traiteur. Sur la partie traiteur, on est allé chercher un agrément européen et à partir de là, on est obligé d'avoir une traçabilité, un suivi produit. Donc, on a cherché le meilleur outil et il nous a été conseillé IPAC. Et pour le coup, comme c'était vraiment nouveau, je parle il y a 5 ans, ben on a vraiment pris le temps de regarder parce que je voulais comprendre, quoi. Je voulais vraiment comprendre. Et aujourd'hui, c'est un outil que c'est complètement accaparé tout le monde. Et en partie traiteur, c'est vraiment un outil indispensable. Et on est en train de le déployer, du coup, sur l'ensemble de nos établissements pour avoir une logique, mais on aurait très bien pu le faire aussi avec un outil comme EasyList, par exemple, qui a un outil suivi hygiène dans son schéma. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans tous ces opérateurs, pardon, il faut bien regarder aussi toutes les options, parce que des fois, moi, je vois plein de gens qui ont un système de suivi hygiène sur leur opérateur et qui en même temps vont chercher un audit extérieur pour faire de l'hygiène. Et en fait, quand on regarde tout ça, eh bien, on se rend compte que finalement, avec un seul outil, on peut gérer 4 solutions différentes.
Et aujourd'hui, nous, on se retrouve en interne avec l'obligation de mettre IPAC partout pour avoir une optimisation globale du groupe, alors qu'on a aussi d'autres outils digitaux qui nous permettraient peut-être de le mettre en place aussi. Donc voilà. Donc c'est pour ça Pour que aller la plus réflexion, loin, tu me diras elle si, est, il faut mettre en place une vraie stratégie digitale en fait, hein, et exactement. donc bien le réfléchir et prendre le temps de parler avec tous les acteurs et de se sentir à l'aise et d'avoir une vision très globale de tout ce qui est possible avec ces outils. Pour aller plus loin, tu me diras si tu es d'accord Thomas, pour moi l'intégration d'un outil digital quand ça concerne toute l'équipe, c'est pas quelque chose qui peut être mené à chaud. C'est-à-dire ça peut pas être mené sur un temps de service, sur un temps de préparation. Il faut vraiment accorder un temps à froid et accorder un vrai temps de formation théorique quasiment. C'est vraiment faire tester à tout le monde l'outil sans que ça ait une conséquence directe. Si c'est un outil d'hygiène, faire tester un contrôle de température à l'ensemble des équipes, fictif. Et après passer au concret réel. Vraiment le confronter et en présentiel humain à l'outil. Pas simplement se suffire soit d'une notice, soit d'une formation vidéo et vraiment être dans un temps de présence pour voir. Parce que déjà, on sait que parmi nos employés, tout le monde n'a pas une appétence forcément forte avec le digital en fonction de leur ancienneté, mais aussi en fonction de leur parcours et d'eux-mêmes. On n'est pas dans une équipe forcément très tech. Et ça, c'est bien normal, hein. Mais il faut vraiment les accompagner, je pense, et comme tu l'as dit, les auditer dans un second temps, vraiment vérifier ce qu'ils font, mais aussi les former, je pense, à froid et sur un moment destiné à cela. Ouais, mais complètement. Alors nous, on a la chance d'être un groupe et d'être plusieurs, donc on a carrément dédié quelqu'un à la digitalisation, qui gère tout ça, qui supervise, qui forme et tout. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un établissement où maintenant ils sont bien en place là-dessus sur ces outils, ils sont plutôt agiles. Du coup, ça nous sert de test. Et donc à chaque fois qu'on décide de prendre un outil, déjà on va en consulter deux ou trois sur le même secteur et on les teste sur un établissement et avec les équipes. Et c'est eux qui nous font le retour. Et à partir de là, on affine avec l'outil sur celui qui nous paraît le plus pertinent pour nous et le plus complémentaire avec les autres outils. Parce que l'intérêt, c'est que tout soit connecté aussi. Parce que du coup, toutes les infos vont de A à B et on a quelque chose encore plus pertinent, quoi. Et donc, il n'y a rien de mieux que fédérer les équipes autour du projet, en fait, hein. C'est de mettre en place une vraie stratégie, fédérer les équipes autour du projet, tester les produits et après les installer une fois qu'on est vraiment sûr de son coût. Et comme on disait tout à l'heure aussi, se donner un temps d'installation pour qu'il soit vraiment opérationnel à 100%. On a vu donc à quel point il y a une attente de plus en plus forte et une exigence de plus en plus forte du restaurateur envers le digital, parce que ces attentes maintenant ne sont plus simplement de la facilitation, mais vraiment un gain de productivité, un gain de temps et même un gain de chiffre d'affaires. On a vu à quel point le besoin d'une stratégie opérationnelle est essentiel, un vrai calendrier pertinent avec un vrai temps de formation à plat, un vrai temps de feedback des équipes, un site pilote. En effet, quand on est sur du multisite, c'est essentiel de ne pas déployer d'un seul coup même pour une transition caisse, quelque chose aussi simple que ça, pour moi, je conseille toujours, quand je suis un groupe, s'il y a une transition caisse à faire, d'abord un site pilote et dans un second temps, un déploiement. Maintenant que qu'on a bien débriefé tout ça, comment toi tu évaluerais ton outil, tes outils? Comment est-ce que tu fais pour faire un point sur leur intérêt? Comment est-ce que tu fais pour les évaluer et décider de leur pertinence ou non? Alors, déjà, je reviens sur un point, c'est que nous, comme je disais, on a la chance d'avoir plusieurs établissements, donc de pouvoir avoir un restaurant de test. En revanche, sur la première application, moi, je suis allé voir un confrère qui avait déjà mis en place des outils et je suis allé me renseigner auprès de lui. Donc ça, n'hésitez pas. Essentiel, tout à fait. Je pense que c'est primordial d'aller voir des gens qui l'utilisent déjà et de se renseigner, et de prendre le temps d'aller voir, de voir comment ça marche et de se faire expliquer. Ça, c'est le premier point. Derrière, excuse-moi, du coup, Adrien, j'ai Je perdu le fil. reprends. Non, mais tu as bien fait de faire un rebondissement là-dessus, parce Ouais, qu'en je effet, tenais à le dire parce que c'est important. la solidarité, elle est essentielle en ce moment, plus que jamais d'ailleurs, Ouais, on le voit avec la conjoncture, et échanger ses astuces, échanger ses pratiques et voir la praticité d'une démo sur un site qui utilise un outil depuis X temps, c'est beaucoup plus parlant et on a un retour feedback humain qui est vraiment bien plus parlant et c'est essentiel et c'est facile à faire, je trouve. Donc ouais, ça, tu as bien primordial. raison de le préciser. Je te demandais, toi, par contre, une fois que l'outil est en place, que tout le monde y est formé, qu'est-ce que tu mets en place pour évaluer cet outil Ouais. et pour auditer ses compétences? Excuse-moi, j'étais tellement focus sur le fait de dire qu'il fallait aller voir d'autres collaborateurs que bon, déjà comme j'ai dit, moi j'ai la chance
d'avoir une personne qu'on a dédiée à ça, qui est quelqu'un qui adore ça et qui s'intéresse vraiment à ça et qui va chercher à fond pour optimiser au maximum les outils. Donc moi aujourd'hui, il nous fait une évaluation tous les mois de tout ce qui est possible. Il nous fait une évaluation aussi du pourcentage d'utilisation de chacun de nos outils pour essayer d'aller chercher encore plus loin une utilisation maximale. Et en plus, il est en rapport tout le temps avec l'ensemble des opérateurs de façon à essayer de les connecter de plus en plus. On connecte beaucoup là, on est en train de connecter Snapshift avec Zelti partout. Voilà, on essaie d'optimiser ça. Et perso, moi, je commence à m'y intéresser fortement aussi parce que je pense que pour essayer d'imaginer d'autres choses encore, pour essayer d'imaginer d'aller plus loin, il faut comprendre chacun des outils et les utiliser même. Donc moi, je me force à les utiliser, à aller les voir régulièrement, voir où on en est, à découvrir encore tous les jours. Je vais découvrir des nouveaux points que j'avais pas vus sur certains outils. Et donc ça, c'est primordial. Hein. Moi, je conseille à tout le monde d'y passer beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a installé, il faut pas se dire au bout de 6 mois, 8 mois, ben non, j'arrête, c'est trop compliqué ou c'est pas exactement ce que je veux. Il faut prendre le temps, même dans le temps, de le découvrir et on parlait tout à l'heure de fédérer les équipes sur chacun des points qui nous est présenté au démarrage. On peut imaginer qu'une personne soit dédiée à un point pour essayer de l'optimiser, de le faire grandir et de former les autres et d'accompagner les autres sur ce point-là. Pour rebondir et pour apporter un peu d'astuce de moi ce que j'ai pu voir, déjà faut pas oublier que le digital en effet il se développe, mais du coup son coût aussi se développe dans le restaurant. Moi de plus en plus, au-delà de commissions de partenaires, je rentre pas là-dedans, mais dans le coût abonnement, etc., on peut monter à 1 à 2 points de chiffre d'affaires sur l'outil digital, donc c'est pas une dépense à minimiser. Et donc on peut pas, comme j'insiste là-dessus, se satisfaire d'un moyen. On doit être vraiment satisfait pour moi à 100%. Et c'est là que c'est important en préinstallation, c'est-à-dire fixer les objectifs. De ces objectifs doivent décliner une liste d'évaluation de ce qu'on attendait de l'outil et est-ce qu'il remplit le cahier des charges ou est-ce qu'il ne le remplit pas. Pour savoir s'il le remplit pas ou pas, en effet, le meilleur moyen, c'est l'usage. Et je pense en effet que la personne qui fait cette évaluation doit avoir un usage de l'outil et doit le maîtriser. Allez, j'irais même presque mieux que personne. Doit presque savoir ce qu'il en est dans les moindres détails. Après, ce qui est hyper important, en effet, c'est le feedback terrain. C'est à quel point on a des retours sur ce qui va pas, et à quel point on est capable de prendre le pouls de manière régulière. Et ça aussi, ça se structure pour moi. Ayez votre petite grille à transmettre aux équipes, si c'est un outil hygiène, sur est-ce que tout fonctionne, est-ce que tout est bien paramétré, est-ce qu'il y a déjà eu des bugs techniques, est-ce qu'il y a déjà eu des bugs réseau, souvent un grand problème associé au digital, le Wi-Fi et le réseau dans les établissements, ça peut être un grand sujet. Prenez une analyse globale de l'outil dans ce sens-là. Et pour moi, la première logique à avoir derrière ça, avant même un choix, c'est le feedback à l'acteur digital. Je ne sais pas si toi, tu es en relation directe avec des acteurs digitaux de manière régulière pour leur faire un feedback sur ton utilisation. Ben, complètement, on est tout le temps. Oui, Hein. On est tout le temps. Il y a des hotlines permanentes. Donc nous, surtout sur les premiers mois d'installation, là c'est primordial parce qu'il y a toujours des choses qu'on capte pas ou des choses qui sont pas optimisées. Donc il faut pas hésiter à les relancer. Ils sont quand même très dispo. Donc nous, enfin moi la personne qui gère ça chez moi est très souvent en communication avec eux, en lien avec eux. Un pour gérer l'outil au démarrage et le mettre en place. Deux pour essayer de régler quelques problématiques ou quelques bugs parce que on parlait de l'accès Wi-Fi, effectivement c'est Wi-Fi ou fibre aujourd'hui c'est primordial pour utiliser à fond ces bien outils sûr. et de troisièmement pour les optimiser au maximum pour en tirer le maximum. Donc alors on parlait de coûts, moi effectivement au début on se dit c'est un énorme coût mais si on a bien ciblé les gains qu'on veut obtenir et si on a bien ciblé ou ce qu'on veut optimiser en termes de coûts ou réduire, je pense qu'au bout, ce coût-là, ça devient, comme je disais tout à l'heure, un investissement. C'est plus une charge, quoi. Je Et suis donc, d'accord. il faut aller le voir comme un investissement. Il faut le prendre comme un investissement, quoi. Et je dirais même que ces acteurs-là, enfin, pour les discussions qu'on peut avoir, sont encore dans une émergence. Donc, ils attendent aussi ces feedbacks pour définir, alors peut-être pas le développement qu'ils vont mener, mais la priorité de développement. Ils ont besoin d'avoir ce retour serein pour savoir, entre trois scénarios, quel est le plus attendu et qu'est-ce qu'ils vont développer dans un premier temps. Donc, c'est essentiel d'échanger avec eux au-delà de la panne, au-delà du SAV, qui lui est un prérequis pour moi indispensable. On ne doit pas le laisser à l'abandon avec son outil et il doit être pris en charge, mais il y a aussi cette nécessité d'échanger avec eux sur le besoin d'aller plus loin. On voit une petite. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Vas-y. vas-y. Non, je dis, on voit une petite amélioration possible. Il faut pas hésiter à l'exprimer.
Voilà, mais c'est ça. On pourra pas. Il faut pas se dire qu'on va l'installer et tout va être bien mieux et ça va cartonner et ça va être génial. Il y a toujours des petits bugs, donc il faut pas focaliser là-dessus. Ça, c'est classique, ça arrive tout le temps. Et donc justement, le but c'est d'être en lien pour les régler. Et après, surtout, ce qui est intéressant dans tous ces outils, c'est qu'ils peuvent être évolutifs, quoi. Ils peuvent s'adapter aussi à nos activités. Donc quand on remonte, comme tu disais, quand on remonte effectivement toutes nos infos, quand on remonte nos demandes et qu'on demande d'aller plus loin sur certaines choses, eh bien on peut peut-être obtenir des outils supplémentaires dans le même outil. Et ça, c'est ce qui est génial et c'est ce qui n'était pas possible avant, honnêtement. Donc, et c'est pour ça qu'on ne veut pas revenir avant. C'est qu'en plus, on a un outil qui est ludique et qui est évolutif. Et dernier sujet avant de répondre aux questions, l'avenir de cette intégration opérationnelle, est-ce que tu ne vois pas un besoin, mais c'est une question, mais en même temps, la réponse est en train d'être apportée, je trouve, par les acteurs en même temps. Et d'ailleurs, ce Topping Days est une des réponses aussi, je trouve. Il y a peut-être un besoin d'intégration encore plus forte entre les acteurs. Ah oui, bah ça je valide. Alors bon, nous je valide à fond. On a alors je valide parce que du coup maintenant moi je suis fou de ces outils quoi. C'est-à-dire que j'imagine même plus travailler sans, enfin, c'est pas possible. Et les premières questions que j'ai posées, c'est quelles sont les interactions possibles entre tous ces outils quoi. Et est-ce qu'on peut les connecter de façon à avoir vraiment quelque chose de plus que pertinent pour nous. Et grâce à ces outils, on a réussi à enlever des charges chez nous parce que justement, on a des outils qui se connectent et qui nous permettent d'avoir des diagrammes et des visions beaucoup plus fortes. On est d'accord que le rêve, c'est un seul outil qu'on ouvre, une seule boîte qui donnerait accès à tout ce qu'on utilise. Alors là, je suis dans de la théorie pure et dure, mais c'est vrai que cette notion d'intégration possible ou de caractère intégrateur d'une grande plateforme serait idéale et faciliterait énormément l'opérationnel du coup. Ah, ça serait encore plus top. Le Ça message est serait, lancé à nos amis de la foodtech qui peuvent nous écouter. ça serait génial, mais là, si on arrivait à avoir ça, ça serait extraordinaire. Mais bon, déjà, on a des bonnes connexions. Honnêtement, aujourd'hui, on a quand même des outils qui se connectent bien. Alors, si un jour ils arrivent Totalement. à tous sur un seul, ça serait encore plus extraordinaire. Ça serait Bien peut-être mieux moins qu'à 5 cher, ans en d'ailleurs. effet. Bien mieux qu'à Ça serait 5 ans peut-être moins et cher. peut-être qu'on y arrive peu à peu. Et en effet, quand on voit qu'on arrive à agréger autant d'acteurs sur des journées comme celle-ci, c'est un peu le message qui est envoyé et c'est plutôt chouette. Et peut-être que la conjoncture va jouer aussi dans ce sens-là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose là-dessus. Ouais, c'est Pour fort possible terminer, d'ailleurs. avant de passer aux quelques petites questions qu'on a reçues, n'hésitez pas si vous en avez d'autres à poser, c'est le moment. Dans l'onglet questions que vous avez sur votre droite, Thomas, si tu as un conseil vraiment, avec ton expérience, la bêtise à ne pas faire ou le point de focus hyper important en intégrant un outil digital, ce serait quoi? La chose à laquelle on peut oublier, la chose à laquelle on ne peut pas penser? Ben déjà, quelqu'un en parlait tout à l'heure, mais déjà bien voir ces connexions Wi-Fi, fibre et tout ça, parce que ça c'est primordial quand même. Hein. Pour vraiment utiliser les outils, il faut vraiment qu'on soit bien équipé. Et puis après, moi, j'hésiterai pas à en parler régulièrement avec ces équipes pour bien l'anticiper. Et comme on disait aussi, les fédérer dans le projet. Ça, c'est la première chose. Et prendre le temps, enfin ces 3 points, et prendre vraiment le temps de découvrir, de se renseigner et d'aller voir quelqu'un pour avoir plus d'infos. Quoi. Question de Arthur qui nous demandait et qui a été validé par plusieurs personnes. Quels sont les types d'outils que tu as priorisés pour une petite structure, selon toi? Sur une petite structure, quel serait l'essentiel dans un premier temps? Moi, je commencerai par la caisse. Alors, je continue sa question. Une caisse digitalisée, évidemment, mais après? Quel C'est-à-dire serait le après. second outil après la caisse, selon toi, Ah, qui pourrait vraiment l'aider? Snapshift. Je suis devenu cinglé de Snapshift. C'est un outil extraordinaire. En effet, sur la question je suis d'accord avec toi, sur la gestion du planning, sur la gestion même sociale, parce qu'on a aussi les Social, dossiers salariés. planning, social planning, lien, même le fait que les salariés puissent voir où ils en sont sur leur congé payé en direct. Alors, Euh, c'est pour moi même- l'activité administrative la plus chronophage, hein. La RH et les payes et les plannings, c'est ce qui est pour moi le plus chronophage avant sur un resto, c'est fou. C'est fou. quand c'était fait. Je me décale, excusez-moi, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Je te pose la même question en même temps que tu avances. Quel logiciel tu conseillerais pour gérer de la paye pour 10 sites? Pour gérer la paye, ben pareil, je gère avec Snapshift. Moi, après, je transmets tout est transmis sur mon cabinet comptable qui gère tout, ma comptable, qui gère toutes les fiches de paie. Tout passe par Snap.
En effet, pour de la gestion de paye, en tout cas si c'est pour de l'information des éléments de paye, les logiciels de planning tels que tu cites comme Snapshift font ça très bien et ont une capacité à exporter où on peut ouvrir un compte au comptable. Donc on a aussi une facilitation sur ces moments clés que sont la fin de mois, je trouve. Et là, c'est aussi un Ouais, grand gain de temps, même pour l'acteur externe qu'est le comptable. Et c'est ça, petite mais astuce, ouais. je disais, moi j'ai même vu des sites renégocier leur contrat comptable du fait de la facilitation apportée par ces outils digitaux. Ça, faut pas Ben, c'est ce hésiter qu'on a aussi à fait, les nous. gratter, ce genre de choses. C'est ce qu'on a fait. On avait une sous-traitance comptable qui Voilà. venait chez nous pour tout ce qui est fiche de paie. Aujourd'hui, on leur transmet. Il y a un système de Silae. Donc, Snap se connecte directement à Silae. Ils nous sortent les fiches de paie directement. On leur envoie le fichier tout le temps. Et du coup, on n'a plus de sous-traitance. Donc, on a économisé un coup là-dessus. Question d'un ami que je connais bien, David Banet, gérant du DS Café, qui demande, puisque tu as cité les deux, si tu recommanderais plus EasyList ou YokiTop. Ah, c'est une grande question, ça. Ah oui, Faut fâcher personne, non? On a le droit de fâcher des gens? bah, tu peux exprimer un point de vue totalement. Bon, pour être honnête avec vous, nous, on a testé EasyList et on est en train de le sortir pour entrer Yokitop. Mais je pense qu'on est surtout, on n'a pas été bon dans la préparation en amont. Et on revient sur le sujet évoqué tout à l'heure, c'est que j'ai peut-être pas pris le temps qu'il fallait pour bien le connaître, le maîtriser, le mettre en place. Et du coup, ben, c'est devenu quelque chose qui a été un poids plus qu'une utilité. Et donc, mais encore une fois, je pense que ça vient aussi de notre faute, hein. Et donc aujourd'hui, on est allé sur Yokitop où ça nous paraît plus ludique et plus simple à utiliser, quoi. Donc au final, ce que tu dis en conséquence, c'est que c'est ta mauvaise intégration opérationnelle qui te pousse aussi à faire ce changement aujourd'hui, un peu à repartir à zéro, si je comprends bien. Ouais, je pense. Je pense, et du coup, malheureusement, on a été obligé de changer parce que du coup, on a un peu dégoûté nos équipes sur cet outil, alors que sans doute qu'il est très performant. Mais bon, plus personne voulait y travailler. Tout le monde, il y avait une désaffection pour cet outil-là, alors que effectivement, comme je vous dis, et je l'assume, je pense que l'erreur vient de moi surtout. C'est j'ai pas bien préparé en amont. Il faut vraiment prendre le temps de préparer. Et en le préparant un peu plus, je suis sûr que j'aurais pu l'utiliser un peu mieux, avoir plus d'affect pour lui et fédérer un peu plus les équipes sur cet outil-là et l'optimiser. J'ai une question de Sébastien et je pense que je peux lui répondre. Est-ce que le registre de sécurité digitale est légal? Oui, il l'est à présent, mais attention, il ne peut pas être improvisé. Les normes légales sont à bien structurer, donc je vous invite plus à vous rapprocher d'applications qui font ça. C'est un peu moins connu, parce que c'est vrai que le sujet du registre de sécurité passionne moins le restaurateur que les autres, mais il en existe. Si vraiment vous avez une grosse structure, un gros ERP, là, ça peut être intéressant à mettre en place. Je sais que moi, je l'ai suivi par exemple sur le Puy du Fou, où ça a été mis en place, et c'est vrai que c'était un vrai gain de temps quand on a une vraie notion de sécurité à gérer. Même chose sur des grands établissements de pure restauration, type la Felicita ou des food courts. Là, ça a un vrai sens. Petite question de Sophie, quelle est la différence selon toi entre EasyList et YokiTop et quel est l'intérêt de ce genre d'application si une caisse comme Zelti propose aussi de la gestion de stock? Ouais, alors nous, la différence, c'est on a une cuisine, pas une cuisine centrale, c'est un bien grand mot, mais on a une cuisine qui fait des préparations pour l'ensemble de nos établissements. Et du coup, l'outil Yukitop est bien parce qu'il nous permet de faire les bonnes livraisons, les bonnes productions, bonnes livraisons, bonnes commandes, facturation. Et ce que ne fait pas EasyList, par exemple. EasyList est bien en gestion de stock, a plusieurs modules pour l'hygiène et d'autres. Mais par contre, il va pas jusqu'à la facturation, hein, les bonnes livraisons et la facturation. On est obligé de retravailler tout ça. Et là, on a un outil complètement intégré. C'est là la limite pour moi à l'intégration dont on rêvait tout à l'heure ensemble, Thomas. C'est que pour moi, en revanche, chacun doit garder une expertise et je suis pas certain qu'un acteur digital de la restauration qui se prévaudrait d'une généralité aurait vraiment du sens ou arriverait dans la finesse sur tous les sujets. Non, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Après, on peut pas tout maîtriser. C'est pour ça que, comme on disait, c'est bien qu'il puisse y avoir une connexion entre chacun de ces outils, quoi. Thomas, je crois qu'on arrive peu à peu au bout des questions et au bout du temps qui était accordé à cet entretien. Oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à préciser, un petit point à nous annoncer là-dessus? Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les équipes rigolaient beaucoup de me voir intervenir aujourd'hui sur le Topping Day parce que, comme je vous disais, il y a 2 ans, j'étais pas du tout sur la digitalisation, j'y croyais pas du tout. Et aujourd'hui, j'en suis tellement malade que je fais beaucoup d'interventions là-dessus. Que Et tu deviens un témoin, carrément, c'est beau. pardon? Que tu deviens témoin de la digitalisation, c'est Et beau, je c'est deviens une belle témoin, évolution. et même j'ai envie d'aller encore plus loin.
Je me dis, on peut aller encore beaucoup plus loin et j'ai envie d'en découvrir encore plein d'autres. Eh bien, écoutez, merci Thomas pour ce mot de la fin. Pour les autres, si vous voulez aller encore un peu plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon Sauf Adrien. On répondra encore pendant quelques temps à toutes vos questions. On est dispo pour des entretiens peut-être plus individuels ou des choses un peu plus précises. Donc, je vous invite à vous retrouver là-bas dans quelques minutes. Thomas, une très bonne journée à toi en tout cas. Très bonne journée, merci Adrien, merci à tous les participants. J'espère que vous avez passé un bon petit moment et que vous Et avez pour appris. les autres, les Topping Days continuent. Vous avez d'autres animations qui continuent dans l'après-midi. Ça marche.